Hey, salut tout le monde. Je reviens vous voir dans ce point lecture pour vous présenter 3 bouquins que j'ai récemment lus. Donc un que je viens de terminer hier soir et 2 que j'ai lus il y a un petit peu plus longtemps au cours de l'été. Donc le premier que je voulais présenter, c'est Heartless de Marissa Meyer. Aux éditions, alors ça c'est une édition anglaise, donc le livre est en VO, mais il existe en français. Happy you. Et donc c'est un one shot de Marissa Meyer. Marissa Meyer est l'autrice des Chroniques lunaires, qui sont des revisites de contes comme Cendrillon, La Belle et la Bête, Rapunzel, etc. Et du coup, elle s'est fait connaître grâce à ça. Et Heartless est un de ses très très bons romans aussi, qui est vraiment très très réussi selon moi. J'ai eu un beau coup de cœur pour ce roman. Alors c'est pas un roman jeunesse, mais c'est un conte en fait. C'est une sorte de préquel de Alice au Pays des Merveilles. Alors un préquel, c'est l'histoire qui s'est passée avant une histoire que l'on connaît déjà. Heartless serait un préquel si c'était Lewis Carroll qui avait écrit ce livre, ce qui n'est pas le cas. Donc Heartless est une sorte de préquel, une version de ce qu'aurait pu être le avant Alice au Pays des Merveilles au Royaume de Cœur. Donc déjà, l'objet livre, il est quand même assez beau. C'est un hardback, donc vous voyez, il est vraiment très très beau. Donc ça, c'est les Chroniques lunaires dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Et que j'ai en ma possession, évidemment. Et qui existe en français aussi. Donc quand je les aurai lus, je vous en parlerai. Et donc, ce qui est merveilleux aussi avec ce livre, c'est que d'habitude, les hardbacks, il n'y a que la jaquette qui est belle. Et quand on enlève la jaquette, le livre est vraiment uniforme. Et là, pas du tout. Donc vous voyez... le livre est juste sublimissime. Donc, ça a évidemment une signification. Donc, le pitch. Nous sommes au royaume de Cœur. Lady Pinkerton, Catherine Pinkerton, est une jeune marquise du pays du royaume de Cœur. Elle est passionnée de pâtisserie et elle fait des gâteaux, des tartes, de la cuisine toute la journée. Et son rêve, son unique rêve, c'est d'ouvrir une pâtisserie avec sa servante et meilleure amie, Marianne. Il y a 2 petits hicks au début de cette histoire. C'est que, une lady n'ouvre pas de pâtisserie, et de 2, elle a tapé dans l'œil du roi de Cœur, être insipide au possible, et il veut faire d'elle sa reine. Et ça, elle ignore complètement jusqu'au jour où elle est invitée à un bal et elle comprend trop tard que le piège se referme sur elle et que le roi de Cœur veut faire d'elle sa reine. Elle s'enfuit dans les jardins pour respirer parce qu'elle en peut plus. Elle comprend que sa vie est terminée, non seulement parce que ses rêves s'écroulent et qu'en plus elle va être accompagnée de cet être complètement insupportable et transparent qu'est le roi de Cœur. Et là, dans les jardins du roi, elle rencontre Jast, qui est le nouveau bouffon du roi qui vient de faire une entrée fracassante au sein du royaume pendant le bal. Voilà le pitch de départ et je n'en dirai pas plus, je me mords la langue pour ne pas vous révéler tout le reste. Alors Catherine, elle a 16 ans, donc c'est vraiment une toute jeune adolescente. Et c'est vraiment une jeune fille adorable, elle est fraîche, elle est sensible, elle est optimiste. Elle a quand même une certaine petite fatalité quand même dans son caractère, mais on nous dépeint une jeune fille qui est merveilleuse et qui a des rêves et qui a de l'espoir et on sait, c'est comme le Titanic, hein, on a beau aller voir le film, on sait qu'à la fin, c'est inéluctable, hein, on sait qui est la reine de Cœur. On sait qu'elle va devenir cet être abominable, cet être complètement acariâtre, complètement folle et sans cœur. Et on se dit... On mange ce bouquin, on le dévore littéralement, on dévore ce bouquin tout en connaissant Lady Pinkerton, Catherine Pinkerton. On la connaît, on sait qui elle est, on voit qui elle est et on se dit mais qu'est-ce qui va se passer pour qu'elle devienne
cet être aussi abominable qu'est la Reine de Cœur que l'on connaît dans Alice et Pays des Merveilles. Et on a peur. On est là, mais non, mais c'est pas possible, mais non, on n'a pas envie. On n'a pas envie qu'elle devienne cet être-là. J'ai adoré ma lecture parce que Marissa Meyer nous a livré sa version, parmi tant d'autres, des origines d'Alice au Pays des Merveilles. Et elle est en complète adéquation avec le monde que nous a dépeint Lewis Carroll avec Alice au Pays des Merveilles, ou de l'autre côté du miroir, puisqu'il a fait 2 livres avec pour personnage principal Alice. Et en fait, moi, j'ai adoré les clins d'œil qui ont été disséminés tout au long du bouquin pour nous faire des liens perpétuels entre l'œuvre de Marissa Meyer, Heartless, et les œuvres de Lewis Carroll. Donc, on retrouve tous les personnages que l'on connaît dans Alice, tous ou pratiquement tous. Donc, on a le Cheshire, on a le chapelier toqué, on a le lapin, je sais pas quoi. On retrouve forcément le roi de cœur. Voilà, il y a tous ces personnages-là qui reviennent et qui, en plus, donc, il y a des clins d'œil permanents au livre de Lewis Carroll. Et j'ai adoré les ponts comme ça, le fait qu'elle fasse des clins d'œil continuellement. Et j'ai adoré le fait qu'elle réponde, qu'elle lève le voile sur certains mystères comme pourquoi faut-il peindre les roses en rouge, ou on sait que la Reine de Cœur de Alice au Pays des Merveilles adore les pâtisseries, on comprend un peu plus pourquoi. Et puis, ou alors encore, d'où vient ce syndrome de vouloir couper la tête à tout le monde? Voilà. Et en fait, c'est pas Lewis Carroll qui l'a écrit, mais c'est une version probable et elle tient complètement la route et c'est vraiment une très très belle lecture. Et en fait, Marissa Meyer est vraiment pour moi une digne héritière de Lewis Carroll dans le sens où on pourrait croire que c'est le même auteur qui a fait ces livres-là et l'ambiance du conte, le fait de faire des références perpétuelle à Alice au Pays des Merveilles fait qu'on a vraiment ce sentiment de conte et pas de continuité puisqu'il se situe avant, mais d'être dans le même univers. Alors, le petit clin d'œil que je voudrais apporter aussi, c'est que dans les livres de Lewis Carroll, Alice est une humaine, entre parenthèses, qui est catapultée dans ce monde complètement starbé qui est le royaume de cœur. Mais ils sont tous malades là-bas. Et ce qui fait que moi, c'est un de mes dessins animés préférés, Alice au Pays des Merveilles. C'est pour ça que tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin, j'essaye je m'y intéresse énormément. Et Heartless, c'est pour ça qu'il tient une belle place dans ma bibliothèque, parce que j'ai adoré le thème et j'ai adoré la façon dont ça avait été amené. J'ai adoré la lecture. Tout ça fait corps et il y a une très belle logique là-dedans. Et en plus, c'est très bien écrit. La différence majeure avec Alice au Pays des Merveilles, c'est que dans Heartless, Catherine Pinkerton, donc la future Reine de Cœur, elle est née à Cœur, elle fait partie du Royaume de Cœur, elle a grandi au Royaume de Cœur. Donc tout ce qui nous paraît complètement bizarre, pour elle, c'est normal. C'est-à-dire qu'au début du livre, quand elle cuisine ses petites pâtisseries, alors les premières pages, on décrit la confection d'une tarte au citron meringuée, mais c'est tellement bien décrit qu'on a envie de la bouffer, quoi. Donc, voilà, bref. Et il y a le Cheshire qui commence à apparaître, qui disparaît, toujours très sarcastique, toujours très... voilà. Il se rapproche de ce qu'on pourrait être un ami, mais je pense qu'on ne puisse pas être ami avec lui parce qu'il est quand même complètement particulier. Mais voilà, ce que j'adore, c'est que Lady Pinkerton, Catherine, elle fait partie de ce monde-là et que pour elle, tout est normal. Toutes les invraisemblances, toutes les folies qu'on peut y retrouver, pour elle, ça fait partie de son quotidien et elle en fait partie. Voilà. Donc voilà, je vous conseille cette lecture. La deuxième lecture que je voulais vous conseiller est Salem de Stephen King, qui selon l'auteur est l'un de ses meilleurs romans et aussi l'un des plus effrayants. Et comme son nom ne l'indique pas, il ne traite pas de sorcières mais de vampires. Donc du coup, je ne spoile rien puisque c'est écrit dans la 4e de couverture, éteignez la télévision et parlons vampires dans la pénombre. C'est tout un programme. Donc moi je l'ai acheté parce que je suis passionnée par les sorcières, qu'elles soient oniriques, avec leurs pouvoirs, avec les pouvoirs magiques, etc. ou qu'elles soient
fantasmé ou bien créé de toutes pièces, comme l'histoire des sorcières de Salem en 1692 dans le Massachusetts. Donc tout ce qui s'en rapporte, je me le procure, et d'ailleurs je pense que je vous ferai une revue prochainement sur toutes les lectures que j'en ai faites, qu'elles soient romancées ou documentées. Donc je suis passionnée par le sujet, et quand j'ai vu que Stephen King avait fait un livre qui s'appelait Salem, je me suis ruée dessus, et bon, j'ai été un peu déçue parce que elle ne traite pas du sujet que je voulais que ça parle. Elle parle de vampires. Moi, les vampires, c'est pas, voilà, c'est pas mes lectures préférées. C'est néanmoins un très très bon livre et qui vous met bien dans l'ambiance. Alors, son meilleur roman, je sais pas. C'est complètement subjectif, hein, ça dépend du lecteur. J'en ai lu des bien pires et des bien plus angoissants. Moi, Misery, pour moi, c'est le fait déjà que ça peut arriver à n'importe qui et qu'il n'y ait aucune part de fantastique dans Misery. C'est ça qui fout plus les jetons pour moi qu'une histoire de vampire, où on vous dit bien ici que l'impossible n'est pas impossible. Dans Misery, une meuf qui complètement folle et qui vous attrape et fait de vous ce qu'elle veut, pour moi, c'est beaucoup plus angoissant que des pseudo-vampires. Voilà. Cette histoire est divisée en 3 parties. La première partie est très très lente. C'est vraiment un livre d'ambiance. Le rythme, il est très lent. On rentre dans cette ville qui s'appelle en fait Jérusalem's Lot. Et le petit nom de Jérusalem's Lot, c'est Salem, Salem's Lot. Et donc tout le monde l'appelle Salem. Du coup, il m'aurait appelé ça Jérusalem's Lot, je l'aurais probablement jamais lu. Ce qui aurait été un tort, parce que c'était une très bonne lecture. Du coup, on va voir si avec de la lumière c'est mieux. C'est mieux. Qu'est-ce que je disais, quoi? Qu'est-ce que disait-elle? Elle disait que c'était en 3 parties. Donc on suit l'histoire de Ben Mears, qui est un romancier, un romancier à petit succès, et qui vient à Salem pour écrire son prochain roman. Il a vécu à Salem pendant 5 ou 6 ans dans sa jeunesse, quand il habitait chez sa tante, et il en est parti un peu plus tard. Et en fait, il a eu un énorme traumatisme quand il était là-bas, et il décide de revenir à Salem pour s'inspirer des faits qu'il a vécus quand il était jeune garçon. Donc cette première partie pose le décor. Elle pose le décor de la ville, de l'ambiance. On suit différents personnages, pas mal de personnages, donc faut s'accrocher pour venir. Attends, Dougal, c'est qui? Ah oui, alors elle, c'était voilà. Donc lui, c'est le patron de machin. Donc c'est vrai que on nous donne tellement de noms de personnages dans cette première partie qu'il faut vraiment s'accrocher et qu'il faut se dire, attends, lui, ah oui, lui, c'est celui qui travaille, machin. Donc, bon, ça vient vite. Il n'y en a pas une centaine non plus, mais c'est vrai que on nous inonde de plusieurs personnages parce que bah, c'est eux qu'on va suivre tout au long du bouquin. Même si ce ne sont pas du tout des personnages principaux, mais ce sont des personnages qui ont bien trait à l'histoire. Du coup, à Salem existe une maison qui s'appelle Marston's House, et qui est sur les collines environnant la ville et qui surplombe la ville de son aura maléfique. Car il y a 25 ans, Marston House a été le lieu où s'est déroulé un crime atroce. Monsieur Marston, qui a fait construire Marston House, a tué sa femme et s'est pendu ensuite. Et du coup, c'est devenu une maison qui a été mise à l'abandon, la maison hantée. Et du coup, il a été traumatisé quand il avait 8 ans parce qu'il est sûr et certain d'avoir vu le cadavre de Hubert Marston qui le regardait alors qu'il était déjà mort et enterré depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc, c'est cette ambiance-là. Et c'est une ambiance, mais maléfique. Et moi, plus que les vampires, c'est cette première partie avec cette maison du mal qui m'a fait le plus flipper. Et je vous promets, au bout de j'avais lu une centaine de pages, et j'en ai fait un cauchemar. Et j'ai rêvé d'une maison du mal, une maison maléfique. Et ça m'a vraiment... voilà, plus que les vampires, c'est vraiment les descriptions de cette maison et de ce qui a pu se passer. Les 2 autres parties où on commence à vraiment rentrer dans l'action. Et alors, c'est ça que j'ai adoré avec ce livre, c'est que une fois que l'action commence, c'est-à-dire qu'il y a certains bouquins où... voilà, l'action commence et c'est très lent et on met du temps. Alors là, non, pas du tout. Hein. Là... quand l'action commence, c'est par vague de 3 ou 4, hein, je veux dire. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'une fois qu'on a bien posé le décor, qu'on a bien l'ambiance dans la tête, qu'on a bien fait des cauchemars, eh ben, l'action démarre et là, du coup, le livre s'enchaîne. Alors, il fait
à peu près 650 pages. Donc, le livre fait près de 900 pages, mais parce qu'il y a 2 nouvelles que Stephen King a rajoutées dans cette édition-là. Donc, ce sont les éditions Le Livre de Poche. Hein. Et du coup, l'histoire Salem en elle-même fait à peu près 650 pages. Mais voilà, j'ai dévoré le livre. Je l'ai dévoré à peu près en une semaine, sachant que, ben voilà, je travaille, j'ai des enfants. Donc, voilà, c'est... Et là où je me dis que c'est vraiment un excellent bouquin, c'est que toute la journée, il ne me tardait qu'une chose, c'était de rentrer à la maison et de me replonger dedans pour savoir la suite. Donc voilà, c'est vraiment le gage d'une très bonne lecture et de quelque chose de palpitant dont on a vraiment envie de savoir la suite. Donc je vous en parle pas plus pour pas spoiler, puisque j'ai une fâcheuse tendance à en dire trop, donc j'en dis pas plus. Voilà, Stephen King de Salem, non... Salem de Stephen King, c'est mieux dans ce sens-là. Bon, je le présente plus, j'ai même pas besoin de faire sa pub. Il est le maître incontesté de l'horreur et du fantastique. Mais c'est un très très bon livre et je vous le recommande. La dernière lecture que je voudrais vous présenter, c'est 10 jours dans un asile de Nellie Bly et qui n'est pas du tout un roman, mais qui est un documentaire, un article de Nellie Bly. Donc Nellie Bly, c'est une jeune femme qui en 1887 se fait engager dans un journal de New York qui appartient au très célèbre Joseph Pulitzer et qui décide de faire une enquête d'investigation dans un hôpital d'aliénés à New York. Et donc elle va se faire interner pendant 10 jours dans cet hôpital pour montrer au monde entier les méthodes absolument criminelles de l'État et du service hospitalier et des traitements horribles que subissent les femmes qui sont là-bas. À savoir que peut-être 95% des femmes qui sont internées ne sont absolument pas folles, mais ce sont des femmes qui ne sont plus du tout utiles à la société, qui gênent la société plus qu'autre chose, et donc qu'on met un petit peu au rebut là-bas et qu'on oublie, et qui, à force de mauvais traitements, deviennent par la force des choses de vraies folles. Mais à la base, elles ont été internées sur le fait que c'était une vieille veuve dont les enfants ne voulaient plus s'occuper, donc ou une dame qui traînait dans la rue et qui n'avait plus trop de but et que ça fait pas très propre les femmes qui n'ont plus de toit et qui vivent dans la rue. Donc hop, on la met là-bas. Et du coup, c'était hyper intéressant. C'est véridique puisque c'est vraiment une journaliste qui l'a écrit et c'est vraiment affligeant de voir à quel point on peut traiter les gens comme ça alors que ils n'ont absolument rien fait. Donc Nellie Bly, elle ressemble, c'est elle. Donc vous trouverez des versions du livre où en couverture c'est sa tête à elle. Donc le livre il est extrêmement court. Hein. Il fait 124 pages. Donc le livre fait 124 pages, il se dévore tout seul. J'ai juste un tout petit bémol, c'est que on met longtemps avant d'arriver à l'hôpital. Donc en fait, parce qu'elle veut que ce soit complètement véridique, qu'elle soit complètement prise pour folle, elle nous écrit vraiment tout le processus dans lequel elle va se faire interner pour pas que ce soit, pour pas qu'on ait un soupçon, quel qu'il soit, et qu'elle ait des traitements de faveur. Donc, l'arrivée à son hôpital se fait après au moins la moitié du livre. Donc, il y a bien 60 pages où c'est vraiment le processus pour entrer dans l'asile et 60 pages de la description de 10 jours dans cet asile d'aliénés. Et puis à la fin, il y a 2 autres petites enquêtes. La première petite enquête, une dizaine de pages dans la peau d'une domestique, une étrange expérience dans 2 bureaux de placement. Donc elle veut être domestique, il y a des bureaux de placement et donc elle va dans ces bureaux de placement pour avoir une place et elle observe pendant 2 jours comment ça se passe, comment certaines peuvent passer avant vous, comment certaines peuvent avoir de meilleures places que vous et donc toujours avec des pots de vin, des choses comme ça et c'est vraiment très intéressant. Et la deuxième petite enquête, esclave moderne, immersion dans une fabrique de boîtes. Donc pareil, elle va passer quelques jours dans une usine de construction de boîtes en carton où elle va se faire amie avec d'autres ouvrières et où on va nous dépeindre l'esclavage moderne en fait. Voilà. Donc Nellie Bly, réelle journaliste, réelle enquête d'investigation. C'est pas du tout un roman, c'est hyper simple, c'est hyper court, c'est hyper court, c'est hyper intéressant et je vous conseille cette lecture. Voilà,
c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces quelques recommandations vous auront plu et que vous aurez eu au moins eu l'envie de découvrir l'un ou l'autre ou tous les livres que je vous ai présentés. Je vous souhaite une excellente soirée, journée, après-midi et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!